Et salut YouTube, on se retrouve pour le quatrième chapitre des Irresponsables de Johann Chapoutot. Ce chapitre 4, qui s'appelle Anatomie d'une chute ministérielle, va discuter de la chute du gouvernement Brüning en 1932. Après la dissolution en juillet 1930, Brüning, donc au début de son mandat de chancelier, il prévoit 4 ans en se disant qu'il va faire des réformes puis réinstaurer une monarchie, puisqu'on se rappelle que Brüning, c'est quelqu'un qui a pour but final de se dire on va réinstaurer une monarchie, mais d'abord, il faut remettre les affaires en ordre pour pas que les politiques austéritaires et les changements un peu brutaux pour la population soient associés à la monarchie, et donc se dire que comme ça, les gens n'associeront pas les mauvaises gestions, les mauvaises oppressions du gouvernement au passage à la monarchie. Lui, il estime que la crise économique, elle va être au plus haut en 1932 et que après ça devrait a priori se calmer et donc il devrait pouvoir reprendre le «contrôle» entre guillemets et redonner satisfaction à la population. Globalement, c'est quelqu'un qui est jugé comme un politicien brillant, à la fois par ses partisans, donc les politiciens et les soutiens du Zentrum dont il fait partie, mais aussi il est reconnu comme quelqu'un de brillant par ses ministres, mais aussi ses opposants politiques et notamment même des journaux qui sont, eux, se situent plutôt à gauche du spectre politique. Globalement, la stabilité de son gouvernement, c'est quelque chose qui est vu comme plutôt remarquable au vu de la période politique, dans le sens où il y a vraiment quelque chose de très conflictuel dans la politique allemande à cette époque-là, et c'était très peu probable que cette stabilité reste telle qu'elle est aussi longtemps. À savoir, on parle de 2 ans seulement en réalité. Mais cette stabilité, c'est aussi quelque chose qui va jouer contre lui au final. En réalité, ce qui se passe, c'est que, comme on l'a dit précédemment, le président Hindenburg, qui est le président du Reich, lui, il va lui reprocher à son chancelier, donc à son premier ministre, hein, de tenir aussi longtemps parce qu'il a le soutien du SPD, donc le Parti socialiste allemand. À savoir donc que le président va reprocher à son chancelier d'avoir le soutien d'un parti duquel il ne voudrait pas de soutien. À ce sujet, Chapoutot il nous dit: «C'est de fait ce soutien du SPD que le président Hindenburg a aigrement reproché à son chancelier. Le vieux maréchal voulait un cabinet de National Concentration. Il pensait et rêvait national et, à ses yeux, les sociaux-démocrates restaient des rouges, des marxistes, des internationalistes.» Donc globalement, hein, on retrouve les lubies du président Hindenburg qui sont vraiment de s'opposer profondément à tout ce qui est un tant soit peu de gauche. Il avait donné son accord à une candidature à la condition que celle-ci réunisse toutes les droites, ou du moins les partis et les associations d'anciens combattants qu'il avait soutenus en 1925 et dont il estimait mériter la fidélité. Le communiqué de la présidence précisait en effet, le 15 février 1932, que le président condescendait à accepter de nouveau la charge si son second mandat représentait une nécessité patriotique, si sa candidature ne se heurtait pas à la résistance de toutes les droites et si la réélection pouvait être considérée comme acquise dès le premier tour, rien de moins. Il a été convaincu en dernière instance par l'aria empreinte de pathos soldatesque que lui a chanté le général Groner, invoquant les mânes de tous les officiers qui s'étaient sacrifiés pour leur honneur et pour leur roi. Groner a avancé d'un ton saccadé que personne ne doit pouvoir faire le reproche à un maréchal prussien d'avoir reculé devant une bataille certes difficile, mais importante pour la patrie. Nul doute que ces mots ont eu un effet réel. Et par ailleurs, l'autre raison pour laquelle Hindenburg a décidé de effectivement porter sa candidature et aller au bout du fait de se représenter malgré un deuxième tour qu'il estimait ne pas devoir subir parce qu'il devait être élu au premier tour évidemment, ce qui l'a convaincu, c'est le besoin d'argent. Globalement, ce qui se passe, c'est que la famille d'Hindenburg, elle est décrite comme un peu un ramassis de consanguins. Globalement, des enfants et petits-enfants que la consanguinité ne semble pas avoir doté de toutes les vivacités intellectuelles et professionnelles. En faisant les calculs, il se dit que il peut pas tout à fait se passer de ce qu'est la paye d'un président associé à tous les frais de bouche, de représentation, etc., auquel il aura droit. Cette réélection, elle va se passer, mais alors
pas du tout dans les conditions dont il rêve lui. C'est-à-dire que lui, il va être le candidat de l'union des droites, mais ce qui se passe, c'est que lui, il sera le candidat qui sera soutenu par les partis de Weimar. Donc les partis de Weimar, c'est le SPD, Parti socialiste allemand, le DDP, Parti démocrate allemand, et le Zentrum, Parti centriste. Comme d'habitude, le SPD déploie une dialectique à la fois subtile et sonore pour justifier ce renoncement et enjoindre ses troupes au combat électoral. Le 26 février 1939, le parti publie un appel intitulé « Il faut abattre Hitler », qui pose l'enjeu de l'élection sous la forme d'une alternative simple, quoique parfaitement déprimante pour un social-démocrate. Le peuple allemand doit, le 13 mars prochain, répondre à la question « Hindenburg doit-il rester ou doit-il être remplacé par Hitler ?» On peut porter au crédit du président qu'Hindenburg a déçu ses anciens partisans, parce qu'il a été impartial, parce qu'il entend le rester, parce qu'il n'approuvera jamais un coup d'État, ils veulent l'écarter. On table ainsi sur la fidélité du président à son serment, sur son sens élevé de la moralité politique. Hindenburg n'a jamais violé la Constitution. C'est allé un peu vite en besogne si l'on considère les conditions de l'engagement des pouvoirs spéciaux de l'article 48 pour signer des ordonnances qui ont peu de choses à voir avec un quelconque état d'urgence ou d'exception. C'est oublier aussi que, sous sa signature, le chancelier Brüning a mené une politique antisociale brutale. Mais attention, Hitler à la place d'Hindenburg, cela veut dire victoire de l'aile réactionnaire de la bourgeoisie, suppression de toutes les libertés fondamentales, exploitation économique aggravée, esclavage au travail. La dialectique intervient alors pour couper quelques cheveux sociologiques en quatre, ou plutôt en deux. Les camarades doivent bien être conscients que la social-démocratie a toujours, dans les combats internes à la classe dirigeante, pris le parti de la fraction la plus progressiste et la plus modérée de la bourgeoisie, et concentré ses attaques contre les réactionnaires. Hindenburg et Brüning, incarnation de la fraction la plus progressiste et la plus modérée de la bourgeoisie, il fallait y penser. Et suite à ça, effectivement, tous les électeuristes social-démocrates vont voter Hindenburg et vont suivre l'appel du SPD à apporter leur voix en soutien, et plutôt en soutien, mais à l'encontre du candidat qui est Hitler. Et ça, à Hindenburg, ça lui inspirera pas vraiment de la gratitude, c'est-à-dire que ça va lui inspirer même plutôt du mépris et pas un mot de remerciement. D'une certaine manière même, on pourrait dire que c'est ce qui va pousser finalement Hindenburg dans ses derniers tranchements pour utiliser cet argument du SPD qui aurait soutenu Brüning pour dire qu'il va le désavouer et à terme le remplacer et faire tomber son gouvernement. Bien décidé à se séparer de son chef de gouvernement, mais pas immédiatement, car les intrigues de Schleicher et des nazis n'ont pas encore abouti à la liste ferme et arrêtée d'une nouvelle équipe. Le vieil homme, au moment où le chancelier, conformément à la tradition, lui remet la démission du cabinet, répond rogue « Oui, bon, voilà, c'est ce que je voulais entendre. C'est ce que j'attendais. Bon, on va écrire dans le communiqué que je n'ai pour le moment pas accepté la démission. » Brüning est interdit devant une telle désinvolture, plus encore qu'il n'est blessé par l'attitude d'un chef de l'État qui se révèle malheureusement digne des pires ragots qui encourent sur ses limites intellectuelles et son absence totale de fidélité ou d'humanité. Il lui fait respectueusement valoir qu'un tel communiqué le rendrait incapable de poursuivre les négociations de Lausanne avec des partenaires qui ne verraient plus en lui qu'un mort politique en sursis. Pour préserver sa crédibilité internationale, Brüning trouve une formulation sibylline qui a le mérite de ne pas contrarier le président. Le chancelier a donc présenté, ouvrez les guillemets, les félicitations du gouvernement et a remis la démission de celui-ci. Le président du Reich n'a pas accepté cette démission, fermez les guillemets. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Schleicher il va s'organiser avec les nazis pour essayer de terminer de mettre Brüning en dehors de l'équation. Et pour parvenir à ça, lui, il va même détourner les moyens de l'armée et mettre tout le monde sur écoute, et notamment Brüning, entre autres. L'ambition de Schleicher, c'est un virage à droite, alors déjà par idéologie, parce que c'est quelqu'un de parfaitement droitier, comme Brüning, mais lui, il rêve d'un retour à la monarchie, mais aussi pour faire plaisir à Hindenburg, parce qu'il a cette approche encore une fois, qu'on a discuté dans un précédent chapitre, il y a le président et ses entourages, et donc il y a cette dynamique de cour qui opère entre les deux. Il a aussi une autre ambition qui est plus stratégique, c'est de se dire que lui, ce qu'il voudrait, c'est à terme intégrer les SA et les SS à la Reichswehr.
Alors la Reichswehr, c'est l'armée allemande, les SA, c'est la milice politique nazie, hein, évidemment, et les SS, c'est d'abord, dans un premier temps, il s'agit juste de gens qui sont assignés à les gardes du corps d'une certaine manière d'Hitler et de quelques officiels importants, mais petit à petit, ça va devenir une réelle caste dans la hiérarchie nazie. Mais pour ça, pour intégrer les SA et les SS à la Reichswehr, lui, ce qu'il doit faire, c'est se débrouiller pour que les nazis participent au gouvernement. Et donc pour ça, bah, il va devoir les ménager, il va devoir trouver des conditions qui soient favorables aux nazis et bah, les convaincre de venir participer au gouvernement. Ce qui va se passer, c'est que concrètement, les nazis vont énoncer des conditions et Schleicher les acceptera toutes sans restriction. À ce sujet, Goebbels parle d'un plan concerté qui procure le sentiment heureux que personne ne se doute de rien, à commencer par Brüning lui-même. Le plan consiste à installer un cabinet présidentiel, le Reichstag sera dissous, les lois qui nous visent abolies, nous serons donc libres de faire de l'agitation politique et de réaliser un chef-d'œuvre de propagande. Donc il y a plusieurs enjeux, il y a déjà le fait de dire que bah on va mettre Brüning de côté et retrouver un nouveau chancelier. Et d'autre part, on va dissoudre le Reichstag. Donc on va dissoudre le Parlement, ce qui va donner lieu à de nouvelles élections. Et d'autre part, on va redonner la liberté politique aux SA et aux SS de créer cette agitation politique et donc de faire, comme il le dit, un chef-d'œuvre de propagande. La levée des contraintes promises aux nazis, à savoir, entre parenthèses, abrogation de l'interdiction de la SA et de la SS, complaisance administrative et policière à l'égard des défilés, meetings et publications nazies, etc., fermez les parenthèses, ouvre des perspectives enthousiasmantes à Goebbels. Donc globalement, on va créer les conditions pour que tout soit en faveur des nazis au moment où on va d'une part dissoudre et recréer de nouvelles élections. Et puis, on l'a dit dans un chapitre précédent, mais le dernier clou dans le cercueil du mandat de Brüning, c'est bah, en fait les intérêts familiaux et les magouilles avec les propriétaires terriens qu'a entrepris Hindenburg. Et donc, cette affaire avec les propriétaires terriens qui rachètent le domaine de Hindenburg pour l'offrir à son fils Oscar, ça va être manipulé, ça va être instrumentalisé par les nazis pour le pousser à bout et lui dire que le faire chanter d'une certaine manière et l'amener à finalement décider de mettre fin au mandat de Brüning. À savoir que, alors qu'il cherche à réduire les dépenses de l'État hein, entre 1930 et 1932, Brüning trouvera notamment toujours le président en opposition sur les sujets où il va essayer de réduire les dépenses de l'État vis-à-vis des grands propriétaires terriens. On lui reprochera cette proposition en les termes d'un basculement dans le socialisme d'État, une atteinte lourde contre le principe de la propriété privée. Et donc effectivement, hein, ces positions économiques hein, qui sont très très loin du bolchevisme ou même du socialisme, hein, vont être utilisés pour montrer à quel point c'est un homme de gauche, alors qu'en réalité, pas du tout. Brüning livre un récit glaçant des derniers moments de ses fonctions gouvernementales. Il apprend le 23 mai d'un message dilatoire du docteur Otto Messner, secrétaire général de la présidence du Reich, que le chef d'État a étudié avec satisfaction son dernier projet d'ordonnance en date et que rien ne presse pour une entrevue. Alors que le chancelier est prêt à se rendre à Neudeck pour clarifier la situation et assurer l'avenir de son gouvernement jusqu'à la fin des négociations en cours à Lausanne sur les réparations, Hindenburg, soucieux de lui épargner 2 jours de voyage en train en raison de sa charge de travail, le convie bien plus tôt, le 29 mai à 11 h, à son retour à Berlin. Alors que chaque jour, une estafette de Schleicher se met en route pour Neudeck, avec des messages confidentiels et que, toutes les nuits, les négociations vont bon train entre les nazis et les proches de Schleicher, avec l'assentiment du fils Hindenburg. Pire, Brüning apprendra plus tard que Schleicher a immédiatement appelé Oskar von Hindenburg pour empêcher son voyage à Neudeck dès qu'il a appris l'intention du chancelier. Le dimanche 29 mai à 11 h, Brüning est reçu par le président qui l'informe brutalement que le gouvernement ne pourra plus compter sur les ordonnances de l'article 48, qu'il refusera désormais de signer.
Brüning peut-il gouverner avec le Parlement, avec le soutien sans participation du SPD? Il n'y songe même pas. Il a été nommé par Hindenburg, il a court-circuité le Reichstag 2 ans durant, et par ailleurs, il reste un officier catholique, conservateur, monarchiste, nommé par un maréchal. Le 30 mai à 10 heures, le cabinet se réunit pour entendre le compte rendu du chancelier, en l'absence toutefois de Schleicher, dont le PV note qu'il a été empêché d'apparaître à temps au Conseil, mais qu'il s'est montré a posteriori en tout point d'accord avec le déroulement de la séance et les avis de ses collègues, c'est-à-dire la démission du gouvernement. Le vice-chancelier et ministre des Finances Hermann Dietrich rend alors hommage au chancelier à sa conduite des affaires persévérante, calme et professionnelle, gage d'un travail collectif harmonieux au sein du gouvernement du Reich. Le temps viendra bientôt où ses adversaires eux-mêmes devront reconnaître quelle terrible faute a été commise en faisant chuter le gouvernement de cet homme au moment que nous connaissons. Le propos est âpre et vise le ministre opportunément absent, que Brüning n'a pas non plus épargné, non sans euphémisme, quand il a fait état de la situation politique actuelle notoirement très tendue, en raison notamment des discussions menées par des personnalités qui n'y sont pas habilitées par la Constitution. Le rendez-vous avec Hindenburg est fixé au début de l'après-midi, après que le président a assisté à une cérémonie militaire en mémoire de la bataille du Jutland, mais elle est avancée à 11h55 au palais présidentiel. Brüning n'est reçu que 3 minutes, car la fanfare de la marine rend les honneurs à 12 heures précises. Hindenburg se révèle un monument d'ingratitude dans un mot de remerciement à son chancelier qui lui déclare avoir dû le renvoyer pour défendre son honneur et en son nom. Un comble pour Brüning qui interdit, rétorque avoir aussi un nom et un honneur à défendre et refuser le poste au ministre des Affaires étrangères que le chef d'État lui propose sur le pas de la porte. Scène irréelle, bien révélatrice de l'égocentrisme d'un président qui n'est préoccupé que de lui-même et d'une dégradation monarchique et courtisane de la conduite des affaires de l'État. Et donc on va assister à un point de changement assez brutal dans le régime politique qu'est la République de Weimar à cette époque, puisqu'on passe réellement et assez brutalement d'un régime relativement encore parlementaire à quelque chose de complètement présidentiel. Ça va se passer notamment par la décorrélation des articles 53 et 54 de la Constitution. L'article 53, c'est celui qui dit « Le chancelier du Reich et, sur sa proposition, les ministres sont nommés et renvoyés par le président du Reich. » Et l'article 54, celui-ci, c'est celui qui dit que le chancelier est soumis à la confiance du Reichstag. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le président est censé nommer un chancelier qui va convenir au Reichstag, au Parlement, et c'est au Parlement d'autoriser ou non ce ministre, enfin ce cabinet dirigé par le chancelier pour diriger les affaires de l'État. Maintenant, le fait de décorréler ces deux articles et de dire ah non, 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 ces deux articles ils sont séparés et l'un n'implique pas l'autre, c'est juste une manière de dire alors le président fait bien ce qu'il veut, il va nommer un chancelier, donc l'équivalent encore une fois d'un premier ministre, indépendamment de la représentation des députés au sein du Parlement. Et une fois nommé, eh ben, le Parlement est tout à fait libre de voter la destitution, de voter la dissolution de ce gouvernement. Parce que, bah, effectivement, c'est toujours en leur pouvoir de faire voter la non-confiance au gouvernement. Et globalement, ça va inspirer des Français qui vont se poser la question et se dire mais c'est vachement intéressant, cette mutation de régime sans même changer la Constitution au sein de la République Weimar. Ça va les inspirer notamment plus tard pour le droit français quand ils écriront les constitutions de la Ve République. Des professeurs de droit français très attentifs à ce qu'il se passe en Allemagne et désireux d'y trouver des réponses aux questions qui se posent au même moment au régime parlementaire français observent avec intérêt cette mutation de la pratique institutionnelle outre-Rhin. Institutionnelle et non constitutionnelle, car le texte de 1919, lui, reste inchangé. Autrement dit, si l'on s'intéresse à la manière dont, à paramètres normatifs constants, un homme, un groupe, une volonté infléchit l'usage d'un texte jusqu'à changer la nature même du régime,
naguère parlementaire, désormais présidentielle. C'est le cas de René Capitan, jeune agrégé de droit public et professeur à l'université de Strasbourg, qui, avec son collègue Raymond Carré de Malberg, éprouve un malaise face au parlementarisme presque absolu de la Troisième République et s'émerveille qu'une constitution aussi peu autoritaire que celle de 1919 finisse par permettre l'épanouissement d'une autorité présidentielle. René Capitan publie ainsi en décembre 1932 un article sur le rôle politique du président du Reich, qui défend la pratique présidentialiste du pouvoir par Hindenburg dans la droite ligne de ce que Carré de Malberg a pu écrire sur le sujet dans la tradition de ce que les publicistes français, Maurice Henriot et à Toulouse notamment, ont pu écrire sur le pouvoir exécutif. Il n'est pas oiseux de le mentionner ici, car ses réflexions sur le pouvoir présidentiel en Allemagne ne sont pas sans conséquences, et nous le verrons en épilogue, sur l'histoire constitutionnelle politique française et sur la pratique du pouvoir en France depuis 1958. Concrètement, ce qu'il nous dit, c'est que cette pratique du pouvoir, et si on fait autant de parallèles entre la Ve République et la République de Weimar, c'est parce qu'il y a une grande inspiration à la manière dont est écrite la constitution de la Ve République française. Les gens qui sont des professeurs de droit et qui sont intéressés à ce qui se passait en Allemagne à cette époque-là, qui avaient en horreur le parlementarisme, s'en sont inspirés de la République de Weimar et de sa constitution pour donner une constitution à la Ve République française permettant un régime ultra-présidentialiste. À savoir que notamment, il y a une différence quand même entre notre République et celle de Weimar, c'est que la République de Weimar, elle n'a pas de conseil constitutionnel. Et ça, c'est un peu une aubaine, puisque Carl Schmitt, qui est un juriste, lui, il va justifier la légitimité du président face au Parlement vis-à-vis de la Constitution. C'est-à-dire que le président, alors on va revenir au même genre d'argument qui était présent précédemment, c'est-à-dire que le président est plus un garant de la Constitution parce qu'il a le pouvoir de tout un peuple derrière lui, alors que le Parlement est divisé en plusieurs parlementaristes qui chacun sont représentants une petite partie du pouvoir du peuple, etc. Donc cet argument, il va être de dire que comme le pouvoir du président est plus légitime, c'est celui-là qui est garant de la Constitution. Sauf qu'en l'occurrence, si le président viole la Constitution et que c'est lui le garant de la Constitution, il n'y a pas grand monde pour l'arrêter. D'où le fait que maintenant, dans globalement toutes les démocraties un tout petit peu sérieuses, il y a un conseil constitutionnel qui permet d'avoir une garantie et de dire non, ça c'est constitutionnel, ça l'est pas, et de avoir ce garde-fou qui empêche la violation de la Constitution par quelqu'un qui serait supposé en être garant du pouvoir. Le professeur Schmitt livre ainsi un blanc-seing et un vademecum. Blanc-seing car il faut bien formuler cet acte de foi et faire crédit de sa confiance du président élu. Les Allemands jusqu'ici n'ont pas eu à le regretter, bien au contraire. Schmitt, pourtant homme de droite, catholique et partisan de l'autorité, peu porté sur le marxisme, ne cesse de rappeler que le président Ebert a été irréprochable dans l'usage qu'il a fait de toute la palette des pouvoirs que lui accordait la Constitution. Dissolution, nomination, révocation, désignation de chancelier, pouvoir exceptionnel, consultation et médiation. C'est de fait ce que unanime constatent et défendent les historiens et biographes de ce républicain authentique, qui a été en tout point fidèle au serment prêté à la Constitution. Quid d'Hindenburg? Peut-on sans risque confier de tels pouvoirs à une personnalité moins digne de confiance? Si les historiens de la période constatent que le maréchal a été irréprochable durant les 5 premières années de son mandat, les 2 dernières, de 1930 à 1932, sont, on l'a vu, plus sujettes à débat. Le renvoi de Brüning, une fois la réélection acquise, semble indiquer que le vieux président prend des libertés, moins avec la Constitution, on le verra, qu'avec les principes fondateurs de celle-ci. C'est là que des autorités universitaires et intellectuelles comme Schmitt jouent un rôle décisif dans le nouveau gouvernement. Celui de Franz von Papen n'entend pas se priver. Schmitt offre au pouvoir exécutif un vademecum argumentatif redoutable de jésuitisme et de solidité, et signale par là même sa disponibilité à être kronjuriste, le juriste de cour des libéraux autoritaires. Alors pour les mots incompréhensibles, un vademecum, c'est juste une manière de dire qu'il leur donne un argumentaire, il leur donne concrètement des éléments de langage qui leur permettent de justifier et appuyé par la solidité de lui, sa réputation en tant que grand juriste du Reich,
Donc, il leur offre la légitimité à asseoir un discours politique qui est difficilement contestable. On pourrait même dire qu'à la même manière, en écrivant ce bouquin, Chapoutot offre d'une certaine manière un vade-mecum à des militants politiques de gauche, comme je peux m'y reconnaître moi, pour justifier des dérives de la Ve République française et des dérives sous la présidence de Macron, parce qu'elles sont similaires, comparées et comparables aux yeux d'un historien spécialiste de la période de la République de Weimar notamment. C'est tout pour ce chapitre, on se retrouvera la prochaine fois pour parler du prochain chapitre qui s'appelle « Un gouvernement hors sol, le cabinet des barons ». Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, tout ça, tout ça. Et puis, si vous pouvez soutenir mon travail de cette manière, moi, effectivement, ça m'aiderait beaucoup. En vous remerciant. En vous remerciant, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ciao et bisous, bisous. Enfin bref, quoi. Merci.